Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Deuxième vidéo de cette trilogie de vidéos que je veux faire à propos de Donjons et Dragons version 0 de 1974. Une vidéo par livre parce que ça venait dans un set de 3 livres cette affaire-là. Bon, et de quoi? Bon, peut-être juste vous mettre dans le contexte. Là, je me suis procuré le PDF de ça que j'ai fait imprimer par après pour assouvir ma curiosité, voir un peu comment c'était le premier jeu, puis par rapport à ce que j'en entendais parler. Ma conclusion en feuilletant le premier livre, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui explique le jeu. C'est ça qui arrive. Puis je pouvais comprendre les gens et les commentaires que je lisais de l'époque, comme de quoi que le monde, il y a beaucoup de gens qui ont appris le jeu en voyant d'autres faire, ceux qui ont peut-être compris, puis en les voyant faire, mais ils ont compris, ah ok, c'est comme ça. Mais c'est ça, c'était pas super bien expliqué dans le jeu, dans le livre. Reste qu'il y a quand même les éléments qu'on connaît de Donjons et Dragons qui ont été conservés au fil des années. Et là, on arrive au livre numéro 2 qui s'appelle Monster and Treasures. C'est le livre le plus concret de la trilogie, à mon avis. Encore une fois, Wizards of the Coast a pris une liberté. Je me souviens pas, j'ai déjà vu les couvertures originales. Là, faites googler ça, vous allez trouver ça, mais c'est pas ça, c'est pas l'image qu'il y avait. Il n'y avait pas le budget à l'époque pour faire de dessins aussi beaux. C'est arrivé un peu plus tard, les beaux dessins comme ça. L'intérieur est resté pareil. Bon, c'est un livre assez concret parce que c'est une liste de monstres et de trésors. That's it. Fait que c'est là qu'on tombe sur des tables puis tout ça. Compte tenu de ce qu'il y a dans le premier livre, il y a peut-être moyen de comprendre comment utiliser ça. Le livre commence directement avec une liste de tous les monstres et leur stat block qui se résume en une ligne. On retrouve ici, quel genre de monstre que c'est. Le nombre apparaissant, je pense qu'en fait, c'est plus une donnée par rapport à si tu les rencontres à l'extérieur plutôt que dans un donjon. Parce qu'il y a des chiffres du genre de 30 à 300, c'est ça. Fait que là, il faut que tu génères ça au hasard ou pas, c'est pas vraiment expliqué. Mais de 30 à 300 orques, c'est ça, c'était-tu les orques? Ouais, c'est ça, 30 à 300 orques. Fait que dans le fond, tu roulais des dés pour savoir si tu arrivais à ce chiffre-là ou pas. Puis c'est ça. Tu as la classe d'armure, évidemment descendante. Le nombre de mouvements en pouces sur la map. Le nombre de dés de vie. Le pourcentage qui soit dans son repère et le type de trésor qui était une lettre alphabétique. Moi, je me souviens, dans la boîte rouge de donjon, il marchait encore avec le système de lettres alphabétiques. C'était une table avec les type E, type D, type F. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont donné des lettres. Fait que c'est tout simplement, c'est quand même pratique parce que tu as besoin de ces chiffres-là quand même assez rapidement. Puis c'est sur 2 pages. Après, on tombe par contre sur les descriptions. Fait que là, si on veut de quoi de plus précis, ben là, il fallait aller lire un peu ce qu'il y avait. Puis des fois, il y avait des statistiques. Comme vous pouvez voir, il y avait des informations supplémentaires, des fois sous forme de statistiques. Regardez ça, le beau Purple Worm. Donc, et les monstres, si on veut les appeler comme ça, parce que ça commence par les humains, les men, sont comme classés par type. Puis, il n'y a pas vraiment d'ordre alphabétique, vous allez voir. Men, bandit, berserker, là, ça va, à date, ça va brigade, dervish, normand, ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, tu tombes boucanier. Puis on tombe dans les B, tu sais, soudainement. Là. Pirate, mais là, tu sais, c'est parce que probablement qu'ils voulaient rassembler boucanier, les pirates ensemble pour une référence. Bon, caveman, merman. Là, on tombe là, on tombe dans les gobelins, kobolds, orques. Là, on tombe dans une autre catégorie, les humanoïdes. Là, ici, il y a comme un peu les compositions des clans orques. Tu peux avoir un magicien, des choses comme ça. Avec quelques détails intéressants. Hobgoblin, gnoll, ogre, troll, géant, tout ensemble. Après ça, on tombe avec une page que c'est des morts vivants. C'est ça qui arrive, il l'annonce pas, mais soudainement, tu t'aperçois que c'est ça. Là, tu es comme des squelettes, des ghouls, des whites. Ils sont pas en ordre alphabétique. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça en ordre alphabétique. Comme je dis, j'ai vu qu'il y avait certains types qui étaient regroupés ensemble, là, mais c'est ça. Il y a beaucoup aussi de références à Chainmail. Il y a encore beaucoup de liens avec le jeu qui a précédé Donjons et Dragons en termes de règles, le jeu de combat de masse, puis
Puis là, ici, il y a souvent référence à Chainmail. Fait que, tu sais, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est que tu t'achètes Chainmail pour compléter ce jeu-là. Ce qui a quelque chose qui n'a pas été maintenu bien longtemps parce que le jeu Donjons et Dragons a pris son envol complètement de son bord et s'est éloigné de Chainmail assez rapidement. Au départ, ben, c'était ça. C'était comme un genre de supplément à Chainmail pour jouer des personnages tout seuls. Bon, Cocatrice Basilique, Méduse Gorgore, bon, des créatures un peu plus de la mythologie. Là, tu as évidemment l'œil dragon avec les différentes couleurs de dragon. On introduisait ça ici. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, le souffle, de quelle façon il était fait, sa forme, le nombre de hit dice, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il dort, c'est ça. Puis là, par rapport à la maturité du dragon, tout ça, donc, quelque chose qui est resté aujourd'hui. Hein. Quand on arrive à la page des dragons, Donjons et Dragons, il y a beaucoup de choses intéressantes. Puis, Attacking Dragons, bon, c'est ça, il y a comme toutes sortes de considérations. Quand il dort, t'as un bonus, puis ce genre d'affaires-là. Subduing Dragon. Ça veut dire que tu attaques le dragon, mais au lieu de le tuer, tu veux le subduer pour qu'il devienne ton ennemi pour toujours. Fait que tu avais toutes des règles précises par rapport à ça. Puis ils disent qu'un dragon subdued, subdué, je me souviens pas comment il l'appelait en français, ce terme-là. Tu peux le vendre. OK. Fait que là, tu sais, j'ai tout ce qu'il fait. J'ai prouvé au dragon que je pouvais le tuer. Maintenant, il est moi. Tu sais, je le contrôle, je peux le vendre. Bon, c'est ça, je sais pas. Fait que toute une affaire de pourcentage. Bon. Un dragon, de même, dominé, si on veut, va rester comme ça jusqu'à temps qu'il trouve une façon de se sauver ou de tuer son maître. Mais tout aussi longtemps que son maître est dans une position de commande, il le fera pas. Bon, fait qu'il y avait vraiment toute une procédure, en fait. Bon, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu sais, de Two or More Dragons, est-ce qu'ils peuvent être mated, tout ça. Puis les trésors de dragon. Bon, après ça, on revient des créatures, c'est ça. Tu sais, là, soudainement, bang, on tombe avec des créatures, puis bon, les monstres de mer, Minotaur, Nixis, c'est ça. Fait que là, tu as vraiment toutes les petites descriptions. Vraiment. Toutes. Beau visage. Et voilà. Fait que là, ici, on tombe dans les types de trésors, les fameuses tables que je parlais tout à l'heure, avec des lettres et des pourcentages de chances de trouver des trésors intéressants à chaque rencontre, c'est ça. Puis les trésors, c'est super important dans cette version-là de donjon parce que c'est ça qui déterminait tes points d'expérience. C'était pas tant les combats, c'était vraiment... C'était les trésors que tu trouvais et si tu avais les caractéristiques assez élevées pour avoir des bonus en pourcentage. Là, c'est ça. Et là, ici, bon, il y a toutes sortes d'affaires. Et là, il y a bon, des tables et des tables intéressantes. Comme on aime ça, rouler là-dessus, puis savoir ben, qu'est-ce qu'on a trouvé. Puis là, ici, il y a les fameuses épées intelligentes. Là. Il y avait comme tout le principe de ça. Là. Avec toutes sortes de règles. Est-ce que c'est une épée chaotique, neutre, loyale? Ouais, puis c'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir spécial, tout ça. Vraiment, quand même inspiré, je te dirais, c'est très inspiré de Elric Stormbringer, où Stormbringer est une épée chaotique qui a sa propre conscience. Puis qui a il y a aussi une statistique d'égoïsme par rapport à l'épée. Fait que ceux qui ont 7 d'intelligence ou plus, l'épée qui ont 7 d'intelligence ou plus, vont avoir un ratio d'égoïsme. Fait que ça va de 1 à 12. Puis là, plus que c'est haut, plus que l'ego de l'épée est élevé. Fait que là, the egoism of the sword will cause it to do the following. Fait que là, son ego va lui amener à faire ceci. Essayer de diriger son utilisateur pour pas qu'il voit des armes meilleures. Fait que là, dans le fond, amener son utilisateur dans des grands dangers pour que l'épée puisse avoir un beau rôle dans le combat. S'autoriser à se faire capturer par des créatures ou des personnages de plus haut niveau.
Parce que là, l'épée elle va être tenue par quelqu'un de plus hot. The surrender itself to a creature of lower level. Ah ouais, se rendre devant une créature de plus bas niveau pour avoir plus de contrôle sur son utilisateur. Je ne comprends pas celle-là. Puis demander un plus gros part du trésor. Bref, il y avait toute une affaire. Hein. Les épées, il y avait du caractère. Hein? C'est ça. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a toutes sortes de règles. Là, je vous ai lu un petit extrait par rapport à ce que l'ego de l'épée permet de faire. Il y a toutes sortes de choses à faire avec le score. Bon, des parchemins, des baguettes, des bâtons magiques, toutes sortes d'affaires. OK. Là, il y a un petit paragraphe sur les artefacts. Il n'y avait pas créé d'artefacts encore dans cette version-là. OK. Mais c'est ça pourrait être n'importe quel. Ça peut être des items de la loi du chaos qui s'appellent des artefacts. Ils sont super puissants à comparer des objets magiques listés plus haut. Fait que, tu sais, des machines de téléportation, dans le fond, un sceptre voyons, une pierre de cristallisation. Bon, c'est ça. Il donne des exemples, des noms qui donnent la mort instantanée, la paralysie. Bon, tu sais, des affaires super fortes. Mais, tu sais, dans le fond, ils disent, ben, tu sais, invente ce que tu veux. Puis, c'est là qu'il explique, je ne sais pas si c'était dans le premier livre, mais tu sais, comme mettons qu'une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. C'est là qu'il explique. OK. Puis le livre se termine pas mal là-dessus. Fait que ça, c'est pas mal le livre le plus concret de la trilogie. Parce que, bon, c'est des tables, c'est des listes, c'est des statistiques pour utiliser le jeu. C'est super pratique, en fait, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est à l'image de ce qu'on a vu dans le premier. Bon, c'est ça, c'était pas super organisé, c'était un peu chaotique. Ce qui nous amène à, si on veut jouer à des versions de ce jeu-là, je pense qu'on est mieux de regarder des rétro-clones ou des jeux OSR qui sont fortement inspirés de ça. Mais je pense juste le White Box, qui s'appelle... le jeu s'appelle, je pense, White Box, en l'honneur de cette version-là de Donjons et Dragons. Bien, au moins, ils ont un peu fait le ménage, puis ils ont mis les choses dans l'ordre, donc ce qui fait que ça va être plus facile à comprendre. Mais c'est ça, c'est un petit feuilletage, ziotage de ce deuxième livre. Donc, il me reste une vidéo à faire sur le troisième livre de cette trilogie qui venait avec la première version de Donjons et Dragons. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.